Bonsoir à tous. Donc on va terminer quand même voilà, la série des mariages. Là c'est le dernier cours. Donc on va essayer d'être, on va essayer de faire un résumé un peu de ce qu'on a dit, de dire de nouvelles choses aussi, de conclure en fait sur le mariage. Après peut-être qu'on parlera d'un autre sujet, d'un autre thème. Mais je pense qu'on a dit quand même, si vous pouvez réécouter sur YouTube, normalement il y a quelques vidéos qui ont été mises. Normalement je pense que voilà, si quelqu'un veut se préparer au mariage, vous n'êtes pas encore concerné, mais ça va bien sûr bientôt vous concerner. Donc je pense que c'est très important d'écouter ça. C'est très important d'être conscient des notions du mariage, puisqu'on sait que quelqu'un fait des études. Quelqu'un peut faire des études pour avoir un métier, et pourtant le travail c'est qu'un moyen pour exister. Le mariage ça fait partie quand même d'un des buts de l'existence, donc c'est sûr qu'il faut approfondir le sujet, c'est très important. À part ces cours-là, si vous pouvez lire des livres aussi sur le mariage, c'est très important aussi. Alors, un des couples, on va dire, dans le judaïsme qui a vraiment marqué le couple juif, il y a un couple en particulier, d'accord, dans lequel je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages. Le couple, en fait, c'est l'histoire suivante, je vais vous raconter l'histoire de ce couple. C'est donc quelqu'un qui est ignorant, complètement ignorant, connaît rien du tout, il est pauvre, il n'a aucune situation, d'accord, c'est vraiment le dernier des derniers, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il est illettré, en plus aucune situation dans la vie, aucune situation sociale, rien du tout. Et puis voici qu'il y a une femme, une jeune fille de la haute société, donc elle a une grande situation, elle est aussi très érudite, son papa est riche, est très très riche, c'est une des fortunes de Jérusalem, aussi une très bonne situation, et est très instruit aussi au niveau de la Torah, il fréquente des sages, son papa. Et puis voici qu'un jour, cette jeune fille, elle voit cet homme qui est berger, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, et elle voit cet homme, et elle se dit, voilà, lui ça va être mon mazal, ça va être mon mari. Et alors, elle s'approche de lui, et lui il n'ose même pas la regarder, parce que c'est pas du tout le même rang social, et elle lui dit, voilà, est-ce que tu veux m'épouser? Lui il pense que c'est une blague, puis il commence à la connaître, commence à lui parler, et puis elle lui dit, écoute, voilà, moi je veux me marier avec toi, mais à une condition. Il lui a dit, écoute laquelle, dis-moi, je signe. Elle lui a dit, voilà, je veux que tu apprennes la Torah, je veux que tu apprennes à étudier la Torah. Alors il lui a dit, écoute, moi tu sais, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'ai 40 ans. Est-ce qu'à 40 ans, je vais devenir quelqu'un dans la Torah, je ne sais rien faire à part être berger? Elle lui a dit, regarde, c'est ma condition. Il a accepté. Mais le problème, c'est quand il y a eu les présentations des parents, le beau-père, il a vu le futur gendre. Mais qu'est-ce qu'elle m'a amené, ma fille? C'est qui ce ringard? Alors monsieur, vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis dans l'agriculture. Ah, très bien, vous avez des usines, vous avez... Non, non, je suis berger. Il est berger. Bon, vous êtes un érudit en Torah. Peut-être que vous êtes un grand sage de la Torah. Non, je ne sais même pas lire. Bon, il regarde sa fille, il lui dit, oh, Rachel, elle s'appelait Rachel. Rachel, qu'est-ce que tu nous as amené là? C'est qui cet homme? Non, non, celui-là, ça va être mon mari, tu vas voir, ça va être un grand homme. Et alors, dispute, il lui dit, voilà, tu te maries avec lui, tu n'es plus ma fille, je te déshérite, et tu vas vivre dans la misère avec cet homme. Cet homme qui est illettré, il pense que sa fille est devenue folle, mais sa fille, elle tient bon, elle se marie. Elle se marie avec cet homme, avec cet ignorant, et ils vont habiter dans une grange. Ils vont habiter dans une grange, mais la première chose, après le mariage, le lendemain du mariage, elle ne lui demande pas d'alliance, elle ne lui demande pas de bague, de bijoux. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui demande tout simplement d'aller étudier la Torah. Alors il lui dit, écoute, je te dis que je ne sais pas lire. Elle l'envoie au Cheder, donc à l'école, on va dire, voilà, l'école primaire, d'accord? Vraiment le CP, hein, c'est même pas... d'accord? Elle l'envoie au CP, et puis il arrive là-bas, les enfants se moquent de lui, ah, il a 40 ans, il ne sait pas lire, et on sait comment les enfants, des fois, peuvent être durs. Et donc il se prend la honte, et elle l'encourage, Et cet homme, on sait très bien qui va devenir cet homme. Cet homme va devenir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Cet homme va devenir Rabbi Akiva. Et cet homme, à un moment, il va devoir quitter sa femme pour apprendre la Torah. Il est parti 24 ans. 24 ans, il est parti. Elle l'a laissé, c'est elle qui l'a encouragé. C'est pas, il est parti faire sa vie. Non, elle lui a dit, tu vas étudier la Torah et pas autant d'années que tu as besoin. Et il revient au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. Et quand ces 24 000 élèves, donc c'est devenu Rabbi Akiva, c'est devenu la sommité de la Torah. Alors à ce moment-là, il y a une femme qui s'approche et qui embrasse les pieds de son mari. Et c'est qui cette femme? C'est Rachel. Et alors les élèves disent, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Et vous savez à qui vous parlez? C'est une sommité de la Torah. Et Rabbi Akiva dit, laissez-la. Et parce que tout ce que j'ai en Torah, tout ce que moi j'ai appris, tout mon bagage en Torah, tout votre bagage à vous, ça lui appartient à elle. Et là c'est extraordinaire.
il rencontre son beau-père, quand il voit qui c'est Rabbi Akiva, d'abord il voit un rabbin qui fait un discours extraordinaire, d'une sagesse, d'une profondeur extraordinaire, mais qui est cet homme? On dit cet homme c'est ton gendre. Et alors là, à ce moment-là, il reconnaît son erreur, il va voir sa fille, s'excuse, sa fille avait vu cet homme, elle avait remarqué cet homme, et voici que, donc ils vont maintenant vivre dans la paix, dans la sérénité, dans la Torah, et c'est un couple extraordinaire. Pourquoi c'est un couple extraordinaire? Parce qu'en réalité, bien sûr, nous on n'est pas des perroquets, on n'est pas des clowns, on ne va pas imiter, mais il faut s'inspirer. Dans la Torah, c'est très important de s'inspirer. Aujourd'hui, quand je vois des annonces, des shidduchim, ou même des gens qui s'inscrivent, parce qu'on a un site de shidduchim, qui s'inscrivent pour les mariages, alors, voilà, j'ai telle situation, tel âge, tel physique, je recherche bien sûr un garçon, même situation, même physique, d'accord? Ça veut dire que c'est un business, c'est une transaction que je vais faire. Alors qu'en réalité, le mariage, Rabbi Akiva, ce qui veut nous dire que le mariage, c'est pas du tout ça. Le mariage, c'est qu'est-ce que moi, avec mes qualités, je peux apporter à l'autre. C'est-à-dire que la femme, en réalité, ou l'homme, ça va dans les deux sens. Là, on a parlé de la femme, de Rabbi Akiva, mais ça aurait été pareil dans l'autre sens aussi. Qu'est-ce que l'homme va pouvoir apporter à la femme et qu'est-ce que la femme va pouvoir apporter à l'homme? Alors le problème, c'est que malheureusement, quand on aborde le sujet du mariage, on l'aborde à l'envers. Qu'est-ce que lui va m'apporter? Est-ce que je vais être comprise? Est-ce qu'il va être gentil? Est-ce qu'il va me faire des cadeaux? Est-ce qu'il va être attentionné? Est-ce qu'il va pouvoir me gâter? Est-ce qu'il a une situation? Et l'autre, c'est pareil. Est-ce que physiquement elle est bien? Il faut qu'elle me plaise. D'accord? Elle aussi, j'aimerais bien qu'elle ait une situation en adéquation avec la mienne. Je vais lui présenter ma famille. Tu comprends? Ça doit rentrer dans les... On a chacun, malheureusement, on a des besoins, on a des critères. Mais malheureusement, on n'a jamais pensé, attends, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et pourquoi? Parce que malheureusement, on aborde le mariage d'une façon, en réalité, on pense que voilà, je suis célibataire. Donc quand je me réveille le matin, je pense à moi, je pense à mes besoins, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais entreprendre. D'accord? Donc tout est tourné vers moi. Et je me dis que le mariage, en fait, ça va être un coéquipier, une personne, qui va m'aider aussi à assouvir mes besoins. Mais mieux encore. C'est-à-dire que les machals, par exemple, là, je suis célibataire, je rentre chez moi, j'ai un appartement, d'accord? Ou chez mes parents, on va dire j'ai un appartement, je rentre, alors bon, je ne sais pas faire à manger, en général un homme, il ne sait pas faire à manger. Et si bon, je vais me marier, ça va être sympa, elle va me faire une petite cuisine, elle va me faire revenir les oignons, elle va me faire des pâtes fait maison, c'est sympathique. Donc finalement, c'est mieux de se marier parce que, voilà, aujourd'hui je suis un égoïste, je vis tout seul, demain on sera deux égoïstes ensemble, ça va être super, ça va être super. On va se marier, ça va être plus sympathique. Et c'est pour ça que malheureusement, dans la majorité des cas aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme on aborde le mariage de façon tordue, de façon complètement à l'envers, qu'est-ce qu'on va, au lieu de penser qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre, on va essayer, nous, de voir qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Donc, on pense qu'on va vivre mieux, c'est-à-dire que maintenant je vis bien, et avec une femme je vais vivre mieux, or c'est pas du tout ça. Et donc, soit ça finit par un divorce, un shalom, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plus de divorces que de mariages, c'est une hécatombe, même dans la communauté juive. Il faut être conscient de ça. À Paris, moi, concrètement, moi je fais des études en ce moment pour octroyer un diplôme, je vais passer bientôt dans un mois un diplôme sur les guitines, sur les divorces. Donc je suis obligé de faire ce qu'on appelle du chimouche. Chimouche, ça veut dire que je suis obligé d'aller dans les bâtés d'inim pour voir comment ça se passe, un guet, comment ça se passe. À Paris, ils sont à 17 divorces par semaine. Ils sont complets, full. Ça veut dire que quelqu'un veut divorcer, monsieur, vous attendez. Ils sont full. C'est pour ça que je suis en train moi-même, dans mon collège, de former des daïms qui vont s'occuper du divorce. Tellement il y en a. Et ils sont full. 17 divorces par semaine. Quelqu'un, il vient, c'est complet. Monsieur, regardez, revenez dans 6 mois, l'agenda, il est complet. Et pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils avaient une attente. Ils avaient une attente du mariage. Mais le problème, c'est que c'était pas du tout ça, le mariage. Donc nous, on va essayer justement d'exprimer un peu plus quand vous allez être face à cette expérience, justement, l'expérience du mariage, c'est essayer justement de sortir de son égocentrisme, d'essayer de penser à l'autre. C'est-à-dire que l'expérience de se dire, maintenant, je ne vais plus vivre pour moi, mais je vais vivre pour l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire que je ne suis plus limité à moi, mon égoïsme, à mon ego, mais je vais peut-être maintenant faire une expérience, pas que je vais vivre mieux, mais d'essayer de vivre avec une personne, avec quelqu'un d'autre, et penser à l'autre. Grâce à ça, après, ça va amener d'autres personnes à qui je vais penser, des enfants, à qui je vais penser constamment. C'est-à-dire que je vais sortir, moi, de mes problèmes, pour m'occuper des problèmes des autres. Ça, si vous voulez, en un mot, c'est le mariage. Le mariage, tel que la Torah le conçoit, c'est comment essayer de rendre heureux une autre personne que moi. Que moi. Ce qu'on appelle Ishto Kegufo. Une fois, quelqu'un était voir Rav Ari Levin, il lui a dit, Rav, comment on doit se comporter avec sa femme? Alors il lui a dit, écoute, c'est très simple, toi tu t'aimes? Oui. Tu t'aimes, tu t'apprécies? Oui. Tu fais tout pour que tu te sentes bien? Oui. Tu te nourris, tu t'habilles? Oui. Alors, la même chose tu fais pour ta femme. C'est la même chose. Vous savez, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, il n'y a pas longtemps,
il a des problèmes, il est coléreux. Il est coléreux avec sa femme, il s'énerve pour un rien, il s'énerve, il est très coléreux. Il est très coléreux et tellement il est coléreux, il peut arriver à devenir peut-être violent. Il n'a pas encore arrivé à ce stade, mais il a peur que ça arrive. Il est très coléreux et des fois, dans sa colère, il peut arriver à de la violence. Alors moi, je lui dis, écoute, c'est très simple. Je lui dis, regarde, tu n'avais qu'un marteau. Imagine-toi, dans ta main droite, tu tiens un marteau, dans ta main gauche, tu tiens un ciseau, et tu es en train de taper, vous savez, en train de réparer un ciseau avec un marteau. Et puis d'un coup, il y a un geste maladroit de la main droite, et tu reçois un coup de marteau dans ton doigt de la main gauche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu vas frapper la main droite? C'est ridicule. Tu vas pas frapper la main droite. On est d'accord? On va pas frapper la main droite. Alors je lui dis, ta femme c'est la même chose. Toi et ta femme c'est la même chose. Ta femme, c'est Ishto Kegoufo. Ta femme c'est comme ton corps. Donc de la même façon que ta main droite a frappé ta main gauche, sans faire exprès bien sûr, hein, tu vas pas frapper la main droite. C'est ridicule. L'homme et la femme doivent vivre dans cet état d'esprit. Vous comprenez? Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée après la Shoah. Vous savez que nos frères Ashkenazim ont beaucoup souffert. Il y avait un Talmid Chacham, un grand étudiant en Torah, un grand matmid en Torah, quelqu'un qui était très ponctuel, très assidu, plutôt le mot assiduité, il était très assidu dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Il est passé par les camps de concentration, il est sorti vivant, Baruch Hashem. Et puis il est parti en Amérique et il a fait son alia. Et là-bas on lui a proposé donc une kala, une famille très bien, très religieuse, très pratiquante, le papa très assidu dans la Torah. Et donc ils se sont mariés. Et les premiers mois donc, elle voit son mari, normalement donc il devait aller à l'étude, il devait aller à la synagogue, au Beth Midrash, dans un lieu d'étude pour commencer à étudier la Torah. Et elle voit que son mari, curieusement, il va au Beth Midrash, il reste un quart d'heure, 10 minutes, il sort et il commence à se promener. Et il se promène, il va dans des parcs, il va un peu partout, il se promène, il visite. Bon, comme ça les premières semaines, les premiers mois, 6 mois comme ça. Ça passe 1 an. Et à chaque fois, son beau-père, on lui dit, écoute, ton gendre, pas très sérieux. Comment il n'est pas très sérieux? Ah oui, il vient, il s'assoit, il reste un quart d'heure, une demi-heure. Bon, ces derniers temps, il reste 1 heure. Et après, il va se promener. Alors il lui dit, écoute, je ne sais pas, parle-lui, tu comprends, c'est pas... Et puis, au bout d'1 an, cet homme-là, cet érudit en Torah, qui a passé quand même des moments très difficiles, il a dit à sa femme, écoute, je voulais te remercier. Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce que pour ta patience. Je sais, on a dû te raconter, on a dû te dire, ton père a dû te dire que j'étais pas très assidu dans l'étude, effectivement. Mais j'avais besoin, après ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas tout de suite m'asseoir à étudier. J'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de 1 an, j'avais besoin de réfléchir, maintenant je suis motivé, maintenant ça y est, c'est passé, et maintenant je vais étudier. Et c'est devenu un grand sage de la Torah. Il a étudié en Chavruta avec le Hazon Ish. Mais la femme a eu l'intelligence de se dire, elle aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je me suis marié avec qui? Non. Elle a pensé à quoi? À l'épanouissement de son mari. Vous comprenez? Ça c'est ce qui manque aujourd'hui dans les couples. Là, ce qu'on appelle la solidarité. Vous savez, dans le mot solidarité, il y a le mot solide. Bon, je ne vais pas faire des jeux de mots en français, mais on va dire c'est la solidarité dans un couple. Il y a un problème dans le couple. Là c'est là qu'on a besoin de l'autre. C'est-à-dire que dans le couple, on a besoin que l'autre pense à épanouir la personne qui est avec lui. Même si des fois il y a des difficultés, même si on doit savoir accepter la personne. Le problème, c'est qu'on se marie, on veut tellement donc assouvir ses désirs, comme on était célibataire, maintenant on veut, mais puissance 1000, on pense que quand on va être marié, ça va être encore mieux, d'accord? Qu'on n'arrive pas à aider l'autre, au contraire, nous ce qu'on veut, c'est ce qu'on a espéré avant le mariage. On s'est dit, voilà, elle va me faire à manger, elle va me faire ça. Donc du coup, si ça ne marche pas, et si la personne elle a un coup dur, elle ne se sent pas bien, l'autre, au lieu de l'aider, elle va l'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense pas à l'autre. Elle s'aime à travers lui. Vous comprenez? C'est la définition de l'amour chez eux. C'est je t'aime, on s'aime, on se kiffe, mais le jour où on ne se kiffe plus, d'accord? Et c'est ça tout le problème. C'est que, en plus, avant le mariage, on ne se connaît pas vraiment. C'est après le mariage qu'on va vraiment apprendre à se découvrir, à se connaître. Et là, on peut être des fois très déçu de la personne, on va apprendre beaucoup de choses sur la personne. Le secret du mariage, c'est de se dire, je prends la personne comme elle est, et je vais essayer au contraire de l'aider un maximum. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier point. Le second point, où il y a vraiment un problème aujourd'hui dans les couples, les raisons du divorce, on va dire, c'est des problèmes de communication. Aujourd'hui, c'est vrai, on est à la pointe de la communication. On peut communiquer avec des gens dans le monde entier, en Israël, on peut même voir avec Skype. Ouais. À l'époque, Skype, c'était un truc de machine à laver. Skype. Bon, maintenant, Skype, on peut voir la personne avec un écran, on peut la voir en visuel. Donc, on se dit, la communication, elle est extraordinaire. Et pourtant, il n'y a plus de communication aujourd'hui. Il n'y a plus.
Je dis toujours cet exemple-là, je l'ai peut-être dit une fois, à l'époque, quand quelqu'un il appelait à la maison, il me disait voilà, ce soir je vais vous appeler. Ah, c'était, vous savez, le téléphone, d'accord? Il y avait juste une personne qui pouvait écouter, il y avait le combiné pour les téléphones les plus modernes, hein. Il y en avait certains, ils n'avaient pas, d'autres avaient. Alors, la personne appelait, et on était là, tout le monde, alors elle a appelé, le téléphone sonnait, tout le monde s'arrêtait, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait un investissement dans la discussion. La personne, elle s'investissait, quoi. Allô? Aujourd'hui, on s'appelle pour un oui, pour un non, donc aujourd'hui, on prend le téléphone, allô, oui, ça va, ok, ouais, je te rappelle dans 2 minutes, d'accord, on s'investit plus. Et le problème, c'est quoi? C'est que ils se marient, c'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas de communication entre eux. Ils ont peur de parler. La femme, elle reproche des choses à son mari, et elle se dit, voilà, si je vais lui dire, non, il va s'énerver, elle préfère garder pour elle. Le mari, lui aussi, des fois, il reproche des choses à sa femme. Mais il se dit, bon, les discussions comme ça va peut-être fragiliser mon couple, allez, je ne vais pas en parler, je ne vais pas discuter. Mais le problème, c'est que ça, c'est une relation qui est fausse. Il y a beaucoup de couples qui vont exploser un jour, qui sont encore ensemble, mais qu'un jour vont exploser, parce qu'ils ont des problèmes. Mais ces problèmes, ils ne les ont pas réglés. Ils n'ont pas réglé les problèmes, parce qu'ils ont honte d'en parler. Ils ne veulent pas en parler, ou parce qu'ils se disent, il y a un manque de confiance aussi mutuel, où ils se disent que si maintenant je vais lui dire ça, elle va s'énerver, et donc si je lui dis la vérité, alors il vaut mieux pas que j'en parle, il vaut mieux pas que j'en parle, et ça reste, et puis un jour, ce couple-là, tout simplement, ce couple va exploser. Je vais vous donner un exemple concret. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un livre qui est sorti sur une histoire véridique. C'est l'auteur du livre qui écrit, donc qui raconte son histoire. C'est un livre, peut-être certains connaissent cette histoire. Moi, c'est ma femme qui me l'a raconté. C'est ma femme qui a lu l'histoire. Elle m'a raconté. C'est un livre qui s'appelle Le silence de Tamar. Silence de Tamar. C'est un livre extraordinaire. Ce livre-là, j'ai tiré un grand moussard en fait. Ce livre-là, je vous le résume rapidement. Ce livre, il raconte le silence de Tamar. C'est quoi? Tamar, c'est une jeune fille qui a fait tchouva, qui est revenue à la religion aux États-Unis, fait tchouva, une tchouva extraordinaire. Une fille vraiment, elle a pris tout sur elle, séminaire, vraiment, tsniout, tout. Et puis cette Tamar, donc, on lui propose un garçon, mais pas n'importe quel garçon. Le fils d'un grand rave. Donc on dit, voilà, écoute, c'est une fille, c'est vrai, elle a fait tchouva, certes, mais vraiment, elle arrive à un niveau aujourd'hui que, vraiment, elle peut faire rougir toutes les filles de séminaire, elle est vraiment extraordinaire, cette fille. On lui fait le chidour, et ça marche, et elle se marie avec un ashkénaze orthodoxe, de chez orthodoxe, d'accord? Et se marie, elle est très heureuse avec lui. Et puis, 10 ans passent, ils n'ont toujours pas d'enfant. Bon, on prie, on fait des tfilotes, on connaît ça dans l'âme Israël. On fait des tfilotes, toujours pas d'enfant, toujours pas d'enfant. Et puis un jour, sa sœur l'appelle, elle lui dit, écoute, tu sais, ce soir, je vais passer mon permis de conduire, j'ai personne pour garder les enfants, est-ce que tu peux venir garder les enfants? Bon, elle sait qu'elle n'en a pas, donc elle peut... Le problème, c'est que ce soir-là, Tamar, elle devait aller au mikvé. Elle devait aller au mikvé, elle devait se... C'est ce que c'est le mikvé, le bain rituel. Et donc, elle devait se purifier. Mais sa sœur lui demande de passer le permis, elle lui dit, écoute, hein, tu vas pas rentrer trop tard? Elle lui dit, non, t'inquiète pas, je fais vraiment vite, je viendrai rapidement. Alors elle accepte, malgré qu'elle devait aller au mikvé, elle accepte, elle va garder ses neveux, ses nièces. Et puis sa sœur, finalement, elle rentre un peu tard. Bon, c'est pas grave, elle s'en va, elle court pour aller au mikvé. Et sur la route, figurez-vous qu'il y a un noir américain, il la viole. Elle se fait violer. Elle se fait violer en allant de chez sa sœur au mikvé. Non, au retour, c'est-à-dire. Elle est chez sa sœur, depuis pas longtemps. Bon, c'est pas grave. Moi, ma femme, elle me l'a raconté comme ça, d'accord. Ou chez la sœur, elle s'est fait violer. Bon, ah, c'est pas grave. C'est bien, vous allez bien comprendre le message de l'histoire. Donc, correction, elle s'est fait violer chez la sœur. Voilà, il est rentré dans la maison. Bon. Mais Kitso, ça j'en veux à ma femme, elle m'a mal raconté l'histoire. J'ai pas eu, moi je peux pas, j'ai pas le temps de lire ces livres-là, mais en tout cas j'aime bien qu'elle me raconte ce qu'elle lit. Et donc finalement, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis à mon mari? Je le dis pas à mon mari. Elle décide quand même d'aller au mikvé et de rien dire à son mari. Donc elle va au mikvé, et puis bon, elle se dit, chez Miazor, elle préfère ne pas lui dire, elle ne connaît pas la réaction, comment son mari va réagir. Comment son mari va réagir? Elle ne sait pas, peut-être qu'il est tellement religieux, peut-être qu'il va... Alors que pas du tout. Vous savez qu'une femme, à part si elle était mariée avec un Cohen, mais ce n'est pas le cas, une femme qui a été violée, elle n'est pas interdite à son mari. Donc elle peut très bien lui dire, écoute chérie, voilà ce qui m'est arrivé. Mais le problème, encore une fois, c'est que ce problème-là qui est marqué dans ce livre en réalité, c'est un problème d'actualité aujourd'hui. Alors peut-être pas des problèmes aussi graves, mais des fois, certes, des fois il y a des problèmes très graves comme ça. On a un problème de communication, on n'ose pas communiquer. On a les portables, on a tout, hein, mais on va rien se dire en réalité. On voyait le niveau intellectuel des textos, aïe aïe aïe, ouïe ouïe, qu'est-ce que tu fais? Je bois du coca, ah d'accord. Vraiment, le niveau intellectuel, c'est vrai, il est très très haut, hein, les discussions sont de qualité dans les messages. Et donc,
Elle n'ose pas lui dire. Elle n'ose pas lui dire. Ok. Alors elle lui dit rien. Et puis elle tombe enceinte. Alors elle se dit peut-être que c'est de son mari. Elle a un doute. Ah oui. En plus, nous on a une chazaka chez nous que Rov Beilot Olchim Achar Baal. On sait que la majorité des relations, elles sont avec le mari et pas avec l'amant ou le violeur. Donc en principe, quand une femme, ça c'est une halakha, c'est une femme, on a un soupçon. La femme, elle a trompé son mari, on va dire. Et après elle est tombée enceinte. Mais elle a eu aussi des relations avec son mari. L'enfant n'est pas un mamzer. Pourquoi? Parce qu'on se dit certainement ça vient du mari. D'accord? Puisque la majorité des relations, en général, d'accord, elle va avec son mari. Donc on va d'après la majorité dans la Torah. Donc l'enfant n'est pas déclaré mamzer. Elle se dit bon, elle se dit je vais rien dire. Elle attend. Et puis elle est enceinte. Et toute la grossesse, elle a ce qu'on appelle en yiddish, elle le dit ça dans le livre, elle a la rasra. Hein, elle a la rasra, rasratique. Et elle se dit à chaque fois, elle se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle accouche, on lui dit c'est un garçon. Bon, elle accouche et bah au Hachem, il est blanc. Enfin, il est blanc, c'est-à-dire c'est pas le violeur, d'accord? Pas du racisme, voilà. Donc, il est blond aux yeux bleus, un bon ashkénaze. Ah, elle est contente, elle se dit bon finalement, bah, j'ai bien fait de ne pas en parler. Voilà, bon Hachem, cet enfant il grandit, d'accord? Il grandit, tout se passe bien. À la yeshiva, il étudie très bien. Ils font leur alia, ils décident de monter en Israël, ils vont habiter à Bnei-Brak. Et puis alors là, comme c'est une illustre famille de rabbanim, donc l'enfant il est en âge de se marier, alors on lui présente une fille de la haute société aussi, ashkénaze, d'accord, ultra orthodoxe, la fille de Rav, d'accord, un tel. Et donc, on fait le shidour, tout se passe bien, la rencontre et tout impeccable. Et bien sûr, on célèbre le mariage. Et tout se passe bien, tout est bien, tout va bien, c'est impeccable dans le meilleur des mondes. Et puis voici que maintenant la Kala, ashkénaze, de Bnei-Brak, tombe enceinte. Bah, au Hachem, eux, ils n'ont pas attendu 10 ans. Ils n'ont pas de problème de stérilité. Grâce à Dieu, tout se passe bien. Elle est enceinte, c'est un garçon, encore un garçon, bah, au Hachem, et tout se passe bien, on est dans le bonheur, on est dans la joie, c'est extraordinaire. Hein. Et puis la femme accouche, et là, à la surprise générale, et il est noir. Ah, Bnei-Brak, bon c'est vrai qu'on les appelle les chafords, les religieux, mais quand même, il n'y a pas de noir à Bnei-Brak. Oh, alors le mari, tout de suite, le Khatan, donc le fils de Tamar, comment? Mais c'est quoi cette fille? Elle m'a trompé. Et le scandale, à Bnei-Brak, en plus dans un milieu orthodoxe, mais c'est le scandale, c'est la révolution. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et alors à ce moment-là, Tamar, elle ne peut plus garder le silence. Là, elle est obligée de parler, parce qu'elle ne peut pas laisser une situation pareille. Alors elle parle à son mari, elle lui dit, écoute, il faut que je te dise la vérité, il faut que je vous raconte la vérité, voilà ce qui m'est arrivé. Et elle lui raconte tout, elle lui déballe tout. Le mari ne la croit pas. Il la croit pas, c'est pas vrai. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est du bluff. C'est la Kala qui a trompé mon fils. Mon fils, tu la divorces. Le fils, il divorce la Kala. Le père, il divorce aussi sa femme, parce qu'il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment tu as pu faire de telles accusations sur notre couple, sur ça? Ils ont divorcé les deux. Lui, il est parti aux États-Unis avec son fils. La Kala, elle voulait plus de l'enfant, noir, truc, machin, non, c'est pas possible, je comprends pas ce qui se passe. Tamar, elle a pris cet enfant, et elle l'a élevé. Elle est partie dans un kibbutz religieux. Elle l'a élevé dans la Torah, elle l'a élevé, elle a grandi. Ok, ça c'est l'histoire. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que, vous voyez, le sheker, le mensonge, dans un couple. Parce qu'un manque de communication, ça vient du mensonge. On ment à l'autre. On ment à l'autre. Il y a des problèmes, tu n'as pas envie d'en parler. Tu es cruel avec l'autre en réalité. Donc, le problème de communication dans un couple, ça c'est, j'ai pris l'exemple extrême, mais il faut savoir qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Hein. D'autres problèmes. On ne veut pas en parler, on s'est dit ça va faire des histoires, et comment il va réagir, et comment... Alors sur le coup, le sheker c'est très agréable au début. Tout se passe bien. Vous voyez, c'est au début ça va, bah, on ment, et puis un homme s'habitue à tout, et puis on vit très bien. On vit très très bien. Mais un jour ou l'autre, ça explose. Sauf d'avoir un kol nishma. Donc le sheker au début c'est large. Sheker, le shin, vous savez, il est large le shin. Mais après ça tient pas. C'est ça qu'on dit à sheker en noraglaim, il n'a pas de pied, parce qu'après il y a un kouf et un resh, ça tient que sur une branche, après ça tient plus, ça s'effondre. Ça s'effondre. Le émet, la vérité, au début c'est difficile. Elle aurait parlé à son mari, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai été violée. Bon, ok, comment il reçoit ça? D'abord, si c'est un mari, un vrai mari, d'abord il va consoler sa femme, il va pas penser à lui, à son ego, il va dire comment c'est arrivé ça, mais attends, tu vas aller voir un psychologue, on va essayer de t'aider, tu vas t'inquiéter pour sa santé mentale, tu vas pas penser à toi, comment un homme a touché ma femme et moi je ne peux plus la toucher, non. D'abord tu vas penser à elle, et tu vas la consoler, et peut-être qu'il aurait réagi comme ça, peut-être, parce que quand on est dans la vérité, alors au début c'est dur, le émet au début ça fait mal, vous savez, tous les personnages de la Bible, il y a Abraham, il a eu 10 épreuves, Yitzhak, quel est Yitzhak, Yaakov, il a galéré Yaakov, son frère il veut le tuer, il va chez Lavan, il se fait rouler, toutes ces pérégrinations, Yosef,
il est jeté en prison, alors qu'il aurait pu aller avec une femme mariée, 17 ans, il aurait été le patron en Égypte. Non, il était 12 ans en prison. Le Hémet, au début, c'est dur, mais après ça paye. Après ça paye. Ça paye. Après, c'est un binyan adéad, c'est-à-dire c'est une construction éternelle. Alors au début, c'est difficile. C'est difficile le Hémet. Mais après ça tient. Après le Hémet, il est caillant. Au début, c'est facile le sheker. Tu te présentes à la fille, tu lui dis voilà, moi je suis PDG, la voiture, c'est une voiture de location, c'est ma voiture, c'est mon appartement, en fait, bon, c'est ton copain qui te l'a prêté, d'accord? Alors au début, la fille au début, bon, elle est séduite, c'est bien, il est dégourdi, il est d'accord? Et puis, moi j'ai vu ça, des shidduchim comme ça. J'ai vu des gens comme ça. Au début, tout se passait bien, et puis au fur et à mesure, elle voit qu'il lui a menti sur ça, il lui a menti sur ça, il lui a menti sur ça. Et après, elle m'a dit, la fille, elle a arrêté. Elle m'a dit, c'est dommage, parce qu'elle m'aurait dit la vérité au début, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est vrai qu'elle était dans un milieu social plus élevé que lui, mais ça ne l'aurait pas dérangé. Il aurait dit la vérité, voilà, écoute, voilà, j'essaie de m'en sortir, j'ai des ambitions, mais pour l'instant, voilà, je suis technicien de surface, mais bientôt, je serai un grand technicien. D'accord? Non, non, non. Lui, il veut la facilité, ah oui, mentir, c'est plus facile, mais après, ça se réduit. Après, ta voiture, elle est où? Et ton appartement? Tiens, t'as déménagé, qu'est-ce qui se passe? D'accord? J'ai appelé ton patron, là. Enfin, j'ai appelé quelqu'un, il m'a dit que c'était ton patron. Mais c'était pas toi le patron. Oui, et puis on rentre dans un cercle vicieux. Le sheker et le émet. Dans un couple, c'est comme ça. Le silence de Tamar, c'est l'exemple même. Ce livre-là m'a beaucoup marqué parce que c'est l'exemple même, en réalité, voilà, d'un mariage raté. D'un mariage raté, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Et pourquoi il n'y a pas de communication? Parce qu'on ne vit pas dans la vérité. On ne veut pas vivre dans le émet. On veut pas vivre. C'est dur pour nous de vivre dans le émet. Et je vous donne un exemple. Dans la Bible, c'est marqué à propos de Yaakov Avinu. Yaakov, il est avec Lavan, il a épousé donc Rachel et Léa, vous connaissez l'histoire. Et puis son beau-père essaye de l'arnaquer, il n'en peut plus de son beau-père. Et puis un jour, Dieu il vient et dit à Yaakov, ça y est, Yosef il est né, Joseph est né, maintenant tu vas quitter la maison de ton beau-père. Yaakov, il est content, il convoque Rachel et Léa. Et qu'est-ce qu'il leur dit à Rachel et Léa? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? On aurait pu croire qu'il leur dit c'est bon, Dieu nous a dit de partir. Dieu nous a dit de partir. Non, il leur dit, vous savez, ça fait des années que je suis avec votre beau-père, votre père. J'en peux plus de ce beau-père. Lavan, c'est un escroc. Il m'a escroqué. Combien de fois il a essayé de me rouler? Et en plus, Dieu m'a dit de partir, alors on s'en va. Et Rachel et Léa, elles lui disent, oui, nous aussi, il nous a considérés comme des étrangères, et il nous vole nos biens. Et en plus, Dieu t'a dit de partir, alors on s'en va. Il y a un problème. Attendez, Yaakov, c'est quand même Jacob, c'est le patriarche, Dieu lui dit, pars de la maison de Lavan. Jacob, il aurait dit à Rachel, écoutez, j'ai reçu l'ordre de Dieu de partir, on s'en va, c'est tout. Non, Jacob c'est le Hémet, il dit la vérité. Il dit, voilà, vous savez, Dieu, il m'a dit de partir. Mais je ne veux pas que vous pensiez que, Jacob c'est un tzaddik, ça veut dire, en fait, il voulait rester, mais bon, Dieu lui a dit de partir, alors je suis parti. Non, non, je suis Hémet, je suis content de partir. Il faut le dire. Alors maintenant, c'est vrai, Dieu me l'a dit. Et donc, bon, Hachem, Dieu, il me l'a dit, je suis très content. Mais je suis heureux de partir. Je dis la vérité, je dis ce que je ressens. Je ne vais pas, par prétexte de la religion, d'accord? Sous prétexte de la religion, non. Il n'y a pas. La religion, voilà, posée, là. Moi, humainement, je ne peux plus vivre avec la vanne. Je ne peux plus vivre avec la vanne. Maintenant, Dieu, en plus, m'a dit de partir, je suis heureux. Rachel et Léa, c'est la même chose. Elles sont dans la vérité. Quand on dit les choses, ils se disent les choses. On se dit les choses, même si des fois c'est douloureux, même si des fois, la femme, elle a un défaut. Elle a un problème. Le mari aussi, il a un problème. Alors, il faut le dire. Voilà, ça, là, il y a un défaut. Mais on va travailler ensemble. On va essayer d'arranger ton problème. On va essayer d'arranger ton problème. Donc, on est dans la vérité. Alors, au début, il ne faut pas d'omelette sans casser les œufs. Au début, la première année, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'être dans le émet. Mais après, quand on a des bases solides, quand on est émet l'un envers l'autre, quand on se cache rien, quand on est vraiment droit ensemble, alors on peut construire quelque chose de béadéa. Vous savez que c'est marrant parce qu'il a parlé de Olami. Bon, bien sûr, c'est la structure Olami qui font des voyages. Vous savez que c'est financé par un homme d'affaires qui s'appelle M. Wolfson. Je sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler. M. Wolfson, c'est lui qui est derrière tous ces projets-là. Peut-être qu'il me regarde, bonjour. Et donc, vous savez que j'ai vu il n'y a pas longtemps une histoire sur lui, justement, sur le secret de sa richesse. Enfin, un des secrets de sa richesse, c'est un homme d'affaires qui a commencé aux États-Unis, qui est très riche. Et un petit peu pratiquant, il a commencé à se renforcer, et puis voici qu'un jour, il commençait à aller à un cours de Torah, comme vous, bon, voilà, il commençait à aller à un cours de Torah, mais pas qu'aux conférences, il allait au cours aussi sur texte, la semaine, et puis un jour, donc il était à un cours d'Halakha, et puis on lui apprend, voilà, les interdictions de tromper les gens, du gezel, et puis à la fin du cours, il va voir le Rav, et il dit, écoutez Rav, j'ai un gros problème. Et il dit quoi?
Bon, c'était pas, à l'époque, il était déjà très riche, mais c'était pas encore une fortune. Alors il me dit, voilà, j'ai un gros problème, c'est que moi j'ai acheté un centre commercial immense. Et donc on va ouvrir des galeries marchandes, et donc je vais avoir des loyers, donc c'est une très très bonne affaire. Et le problème, c'est que j'ai vu qu'en fait, ce bâtiment-là, il avait une fissure. Et donc, dans quelques années, il va s'effondrer. C'est quelque chose de... Voilà, c'est vraiment un défaut caché, mais c'est un défaut terrible. Et je me suis fait rouler quelque part. Parce que ceux qui me l'ont vendu ne m'ont pas dit. Et je me suis rendu compte. Donc moi, j'ai trouvé d'autres acheteurs. J'ai trouvé d'autres acheteurs. Ils sont prêts à me le racheter. Et à un meilleur prix en plus, donc je vais gagner de l'argent. Maintenant, si je leur dis la vérité, moi, je suis ruiné. Je suis ruiné. S'ils ne me l'achètent pas, je suis ruiné. D'un autre côté, je n'ai pas le droit de les tromper. C'est malhonnête. D'après ce que vous avez dit là dans le cours d'Halakha, c'est interdit. Il y a une interdiction. C'est une interdiction. Je ne peux pas faire ça. Je pensais, de la même façon qu'on m'a roulé, alors c'est les règles du jeu, mais là vous me dites que non, c'est assourd. Et comment je fais? Si maintenant je leur dis le défaut, je perds toute ma fortune, je vais devenir un pauvre. Et il commençait à s'enrichir. Le Rav lui a dit, écoute, qui c'est qui donne la part à ça? Qui c'est qui donne l'argent? C'est Hachem. Oui, c'est Dieu qui donne la part à ça. Alors, Hachem, il a mis un Shulchan Aruch, des livres de loi. Tu vas transgresser la loi de celui qui te donne la parnassa. Et confiance en Dieu. Tu leur dis la vérité. Bon, il a été. Et il leur a dit, voilà, sachez. Donc on était en train de faire le compromis, c'était la veille, hein. Le lendemain il arrive, on vient pour signer, c'est très fort, il y a des millions en jeu, et il vient et leur dit, voilà, sachez une chose, je veux annuler la vente. Ah non, mais quoi, mais pourquoi les investisseurs, mais pourquoi, non, mais non, vous l'achetez, mais regardez, vous voulez augmenter le prix, c'est ça? Il dit, non, c'est pas ça, il dit, écoutez, voilà, je vais vous dire une chose, en fait, depuis longtemps, il y avait une fissure en fait dans le bâtiment, et vous pouvez amener vos experts, vous allez voir, et donc voilà, je préfère ne pas vous le vendre, c'est une escroquerie de ma part, voilà, je suis vraiment désolé. Et alors, ils l'ont demandé, et pourquoi vous nous dites juste maintenant? Pourquoi vous avez attendu tellement de temps? C'est bizarre quand même. Alors il a dit non, parce que bon, voilà, je vous dis la vérité, j'ai été voir mon rabbin, t'as été voir ton rabbin, et ton rabbin t'a dit de perdre des millions, et toi tu vas perdre des millions. Bon, ils ont dit, attendez, on va se réunir. Ils se réunissent tous, un quart d'heure. Et ils se disent, en fait, vous savez quoi? Tout ça, ils se disent, celui-là, c'est un malin. Celui-là, en réalité, il a dû avoir une proposition de nos concurrents. Et ils ont dû lui proposer le double. Donc c'est un malin, en réalité, il veut casser la vente. Non, on ne va pas laisser faire, on va l'acheter. Et on revient, ils disent, on achète quand même. Alors ils disent, non mais attendez, vérifiez, hein. Il y a une fissure, oui, c'est pas grave. On est mochel, on pardonne, il n'y a pas de problème. On s'occupera de cette fissure. On achète le centre commercial. Bon, je vous ai prévenu. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Oui, vous nous avez prévenu. Très bien. Et ils font la vente. C'est la chamaille. Il les a prévenus. Il leur a dit, ils se sont dit, attends, juste maintenant, il nous dit, et juste un peu avant la vente. Non, il y a un problème ici. Ils ne peuvent pas, une conscience de tchouva pareil, de vérité pareille, c'est pas possible. Il y a un vice. Comme ils vivent dans un monde de vice, et celui-là, c'est un tournevis. C'est sûr qu'il y a un vice. C'est pas normal que le type, il va arrêter une vente comme ça de millions. Finalement, ils ont signé. Et quelques années après, comme il avait prédit, le centre il a fermé parce qu'il y avait vraiment un problème dans le bâtiment. Alors vous savez, voilà, le Hémet, c'est vrai que c'est dur au début, c'est difficile, voilà, il va perdre des millions, mais finalement après, grâce à ça, peut-être grâce à ce mérite, eh ben, il a pu accumuler une fortune. Pourquoi? Parce qu'il a été droit. Et bien un couple c'est pareil. Des fois, vous avez un bâtiment et vous avez une fissure. Vous avez une grande fissure, c'est un problème. Mais la différence, elle est que cette fissure, on peut la combler. Mais ça, c'est à condition qu'on se marie dans un état d'esprit. Le même état d'esprit qu'elle avait Rachel avec Rabbi Akiva, c'était l'esprit de se dire comment je vais pouvoir aider l'autre, comment je vais pouvoir essayer d'épanouir l'autre, que l'autre soit heureux, que mon souci soit l'autre, c'est pas moi. Ça c'est la différence, ça c'est l'idée du mariage. Le mariage, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est ça l'idée du mariage. Alors là, si on va dans cet état d'esprit, on ne sera jamais déçu. Au contraire, ce sera un challenge. Et là, ce sera une vie pleine de sens. Parce qu'à chaque fois, je vais devoir aider. Et après, je serai un papa. Je pourrais être un père. Parce que je pense à l'autre, donc Hachem, il me donne maintenant d'autres personnes à qui je vais pouvoir penser. Et ensuite, une fois que j'ai pu penser à mes enfants et à ma femme, je vais pouvoir penser après à mes élèves, à d'autres personnes, je vais pouvoir aider d'autres personnes. Je vais arrêter dans une communauté d'être un acteur, je vais être un spectateur. Un spectateur, je vais être un acteur, ou un spectateur. Il y en a plein dans une communauté, c'est des spectateurs. Ils vont à la synagogue, je vous assure. Voilà, on laisse les chaises, on laisse les trucs, voilà. On peut venir même à des cours, se dire, bon voilà, c'est bien, tout est gratos, tout est super, allez hop. Et puis il y en a, ils se disent, non, attends, je me sens concerné là, vous n'avez pas besoin d'un coup de main. Éternel, vous n'avez pas besoin d'un coup de main, vous voulez pas que j'aide, vous voulez pas que... Vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Est-ce que je vais être un spectateur ou un acteur, un assisté ou un acteur? Le monde, c'est un film. C'est un grand film. Hachem, c'est le metteur en scène.
Alors Hachem, il a besoin des acteurs. Mais vous savez, dans un film, il y a aussi des figurants. Il y a aussi des figurants dans un film, sinon il n'y a pas de film. Donc, c'est à vous de choisir. Vous pouvez être des figurants, vous pouvez être comme ça, des figurants, voilà. Ou alors, on peut être un acteur. Mais un acteur, il a des responsabilités. Un acteur, il ne peut pas se rater. C'est un acteur. Mais, après, à la fin du film, Steven Spielberg, qui est le metteur en scène, il ne va pas rémunérer un acteur comme un figurant. Vous comprenez? Donc, dans la vie, vous avez la possibilité d'être un acteur. Mais un acteur d'Hachem, un acteur, c'est quoi? Un acteur de Dieu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va essayer de vivre pour l'autre, qui va se donner à l'autre et qui va arrêter de penser qu'à lui-même. Ça, c'est vraiment la définition du mariage. Et donc, le mariage, c'est une élévation extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de Torah. La Torah, la notion de religion, de Torah, elle ne peut pas exister qu'à travers le mariage. Parce que comment tu peux dire que tu penses à Dieu alors que tu n'arrives même pas à penser à ton prochain? C'est pas possible. Donc c'est obligé que ça passe par l'autre. Et c'est qui la meilleure personne à qui tu vas donner? C'est ta femme. C'est la première personne. Après, il va y avoir les enfants. Il va y avoir la femme, les enfants. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'idée mamache principale, l'idée principale du mariage. Donc, l'idée du mariage, c'est essayer de comprendre l'autre, c'est essayer de combler l'autre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Soit un divorce, soit, dans le meilleur des cas, bien que des fois le divorce est même mieux, vous allez vivre le scénario de compagnon. Vous avez des compagnons. Vous savez, c'est un mot composé. Donc vous avez compagnon. Compagnon, voilà, bon, ne me dérange pas, je fais ma vie, tu fais ta vie, je fais mon sport, toi tu fais ta cuisine, toi tu vas avec tes copines, moi je vais avec mes amis. Ce soir il y a un match de foot. Donc ce soir il y a un match de foot, moi je vais voir mon foot, toi tu vas avec tes copines, tu vas faire ton sport, et puis voilà, de temps en temps on se voit, hein, de temps en temps, voilà. Les enfants là, tu veux aller voir, il y a un problème avec les enfants, oui d'accord, c'est des compagnons, mais on partage rien. On partage rien du tout. Pourquoi? Parce que lui il a accès dans sa vie professionnelle, elle a accès aussi peut-être dans sa vie professionnelle ou dans autre chose, je sais pas, et donc on va vivre comme des compagnons. C'est pour cela que, encore une fois, le mariage c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un apprentissage, parce que comme je l'ai dit, le métier c'est un moyen. Pour gagner sa vie, c'est un moyen, c'est pas le but. Un homme, il n'est pas venu dans ce monde pour gagner sa vie, c'est un moyen. Gagner sa vie, c'est pour se nourrir. Mais le but, c'est pas ça. Un des buts de la vie, c'est le mariage. Donc ça, c'est sûr qu'il faut faire des études. Il faut faire des études, il faut appréhender le mariage. Arriver comme ça le jour du mariage, avec des illusions, avec qu'est-ce que ça va être le mariage, super, voilà. J'ai demandé à une fille, mais comment vous êtes mariés? Ah ben on s'est connus à un bal de la communauté, hein. Un bal... de la communauté, quand je dis de la communauté, bon, normalement on n'autorise pas ces choses-là, mais voilà, il y a des communautés qui font des bals. Donc ils ont fait un bal, et puis on a eu le coup de foudre. Le coup de foudre, j'ai senti des choses, vous savez, Rav, j'ai senti des choses, je sais pas, une électrocution. Peut-être c'est ça, approcher trop du, tu vois, de la baffe, là, je sais pas. Mais en tout cas, là, elle a vu, elle a... Et alors, ils se sont vus, ils ont flirté ensemble, voilà, et puis après, ils ont fait des sorties ensemble, ils ont été au cinéma, ils ont été là, d'accord, ouais, on a les mêmes goûts, hein, t'as vu, on aime ça, ouais, c'est bien, hein. Et puis, ils se marient sans se connaître, sans vraiment pour connaître c'est quoi lui, c'est sa moralité, ce qu'il a envie de donner, est-ce que c'est un égoïste, c'est pas un égoïste, elle sait pas, parce que lui, tant qu'on aime, on donne, vous comprenez? Tant qu'on aime, on donne. Vous savez, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, dans un couple, vous savez ce qui se passe dans un couple? Avant le mariage, ils font tout pour se marier. Mais tout. Le beau-père, il veut pas qu'il se marie. La belle-mère, il y a des histoires, il y a des problèmes. La belle-mère, elle veut pas. Moi, je la reconnais pas comme ma belle-fille. Et le beau-père, des fois, il veut pas le khatan. Et c'est des bagarres. Mais ils vont tout faire pour se marier. Ils vont lutter, ils vont tout faire. Ils seront prêts à tout pour se marier. Et curieusement, une fois qu'ils sont mariés, donc ils se sont battus, on se dit c'est bon, maintenant ça va être extraordinaire. Là, ils se battent plus pour rester ensemble. Ah non, finalement, je me suis trompé. Non. Mais attends, tu t'es battu, et maintenant, au bout de quelques mois de mariage, non, on s'est trompé, on a fait une erreur, voilà. Mais attends, mais avant, tu t'es battu, tu étais prêt à tout pour elle, c'était Roméo et Juliette, l'amour impossible, c'était extraordinaire, d'accord? Et puis, d'un coup, ils se marient, ouais, on ressent plus rien, c'est vrai, il y avait le coup de foudre, mais maintenant, en fait, je vois que non, je me suis trompé, voilà, et ça finit en divorce. Non, le mariage, c'est là que ça commence, c'est là où il faut se battre. On se bat avant, on se bat pas après, mais avant, c'est rien, c'est après qu'il faut se battre. C'est quand on est là qu'on va faire une union, c'est deux âmes qui vont se rencontrer, c'est une union extraordinaire qu'on va penser à l'autre, l'autre elle va penser à l'autre. Si, en vérité, vous savez, comme je reprends un peu mon expression que j'ai expliqué au tout début du cours, c'est pas un business le mariage, c'est pas tu m'apportes ça, moi je t'apporte ça. C'est un business, dans un business c'est quoi? Toi tu donnes 50%, moi je donne 50%, c'est ça un business? Non, dans le mariage je donne 100% et toi tu donnes 100%. Mais la différence c'est que j'attends pas les dividendes. Je donne 100% pour recevoir 0%. Et toi, tu donnes 100% et tu n'attends rien en retour. Et là, c'est un mariage extraordinaire. Vous comprenez? Et là, on reçoit beaucoup plus.
Alors qu'une association, c'est limité. Je donne 50, tu donnes 50, ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la vaisselle, bon alors moi je fais ça, et toi tu fais ça, alors moi je fais ça, d'accord, voilà, 50%, hein, voilà. Tu veux ça, moi je permets, d'accord, bon je garde les enfants, mais la prochaine fois tu me laisses faire ça, alors comme ça moi je fais ça, je jette les poubelles, mais toi tu fais ça. Voilà, ça c'est des compagnons. C'est des compagnons. C'est tout sauf le mariage. Alors, soit ça finit en compagnon. Moi je vois chez les goïms, c'est très fréquent. Hein. C'est très très fréquent. Voilà, tu peux toucher à ce que tu veux, mais pas sa voiture. Voilà, sa voiture, c'est Kodesh Kodashim. Par contre, attention, sa femme, c'est pas grave. Hein, elle parle avec lui, mais t'as vu, regarde. Attends, quelqu'un il va toucher sa voiture, c'est mort. Mais quelqu'un il attrape sa femme comme ça. Tiens, ouais, je suis avec un collègue, on a été manger. Ouais, d'accord, vas-y, vas-y. C'est des compagnons. Il n'y a même plus de jalousie. Il n'y a même plus de jalousie chez eux. Je vous assure, il n'y a même plus de jalousie. Il n'y a plus de jalousie. Chacun fait sa vie. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on vous souhaite. C'est pour ça que vous avez, Baruch Hashem, la chance vraiment extraordinaire à Lyon d'avoir ici dans ce centre des formateurs pour le mariage. Vous avez Baruch Hashem, le Rav Koskas et son épouse. Ils peuvent vous former au mariage, parce que le mariage juif, c'est donc ce que je vous ai expliqué, la hashkafot, il y a des réflexes à avoir, il y a des choses, quand on rentre à la maison, le sourire, le riour, toutes ces choses-là. Il y a des halachot aussi, il y a des lois de pureté familiale. Aujourd'hui, tous les sexologues nous disent que c'est très important les lois de pureté familiale, parce que sinon la personne s'habitue, on s'habitue trop, alors on va se séparer pour mieux se retrouver. Ça, tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui les goïms commencent à comprendre. Mais oui, c'est le secret du couple, les lois d'Onida, les lois de la pureté familiale. Vous avez Baruch Hashem des experts ici qui peuvent vous former. Vous avez le Rav Koska, vous avez sa femme. Donc moi je dis profitez d'eux, profitez d'aller voir des gens, des experts qui vous expliquent un peu c'est quoi le mariage. Ne vous lancez pas dans cette aventure folle sans idée, sans notion. Ne vous calquez pas sur les couples que vous voyez, c'est que des apparences. On a l'impression, des fois, on voit des couples se dire ah oui, ça c'est vraiment le couple de l'année, ça doit être extraordinaire chez eux. Pas du tout. On vit dans un monde d'apparence. C'est un bluff. C'est un bluff total. Mais moi, je peux vous dire, parce que je l'ai vu, j'ai l'expérience. J'ai vu des divorces, j'ai vu des gens divorcer, j'ai aidé des gens de ne pas divorcer. Et ces gens-là, quand ils m'ont expliqué leurs problèmes, je me suis dit mais c'est incroyable. La vitrine, elle a l'air magique. Tout le monde sourit, les enfants, voilà. C'est deux compagnons. Des fois, ils ne dorment même pas dans la même chambre. Ils ne dorment même pas dans la même chambre. C'est deux compagnons. Mais attention, vu de l'extérieur, c'est le couple de l'année. Ils ont les sourires, vous voyez les stars dans les magazines, vous les voyez comme ça. Ils ont l'air heureux. Vous voyez l'article, mais c'est terrible. Il a divorcé. Combien de fois il a divorcé? Combien de fois il a plus de fois divorcé qu'il a des dents sur la bouche? Mais combien de fois il a divorcé cet homme-là? Et pourtant, il a l'air, le mari extraordinaire, c'est un bon acteur. Mais au mariage, le mariage c'est une catastrophe. Donc, pour ça, il ne faut pas se lancer dans le mariage comme ça à l'improviste. Ça c'est un but, c'est quelque chose de très important. Donc, on a fait des cours comment choisir la personne. Donc, bien sûr, regarder ses qualités morales avant de regarder la vitrine. Bien sûr, il faut que physiquement, on avait expliqué que la personne vous plaise, mais le plus important, c'est de voir est-ce que cette personne, elle est prête à s'investir. Parce que vous, il faut être prêt aussi à vous investir. Mais est-ce que vous avez aussi une personne qui va être prêt aussi à s'investir? Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? Ou alors vous êtes avec un gamin, ou alors vous êtes avec une gamine. Et malheureusement, des fois, il a l'air sympa, il a l'air bien, parce qu'il cherche quelque chose chez vous. Mais une fois qu'il a eu, après, c'est un gamin, c'est un gosse. Il n'a pas envie de s'investir, il n'a pas envie de responsabilité. Donc, s'engager dans un mariage, s'engager dans le mariage, c'est une aventure extraordinaire. C'est magnifique, c'est super, mais il faut aller avec le bon état d'esprit. Et là, on peut être que content, on peut être qu'heureux. Les gens qui sont malheureux dans le mariage, c'est des gens que soit ils ne sont pas partis dans cet état d'esprit, soit ils ont perdu cet état d'esprit. C'est pour ça que je vous dis moi-même, je vais fêter Bezrat Hashem la semaine prochaine, 18 ans de mariage. La semaine prochaine. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui encore, c'est pas les cours que je vous fais, jusqu'à aujourd'hui encore, ça m'arrive, non, je remercie ma femme, mais ça m'arrive encore à chaque fois d'étudier toujours des livres sur le Shalom Bayit, sur la paix des ménages, sur comment se comporter avec sa femme, jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous les jours, vous avez des nouveaux problèmes, vous avez toujours, il faut être à la hauteur, Charité bien donnée commence toujours par sa femme. C'est d'abord sa femme, les enfants, et après on aide les autres. Mais si on n'est pas à la hauteur avec sa femme, ça ne sert à rien de s'occuper des autres. Donc, il faut savoir que c'est un travail de tous les jours. Baruch Hashem, on est très heureux, on a des enfants, Baruch Hashem, tout se passe bien, c'est le bonheur. On est dans un esprit de donner à 100%, mais on peut s'endormir, il faut toujours étudier, réétudier, réapprendre. Donc, bien sûr, à plus forte raison, avant le mariage, de se lancer dans cette aventure qui est le mariage, qui est extraordinaire, qu'Hachem nous a ordonné, c'est une mitzvah en plus, mais de bien l'appréhender. Pour ça, il faut étudier, il n'y a pas de mystère. On sait, pour vivre l'intensité d'un moment dépend de sa préparation. Si on ne s'est pas préparé, on ne peut pas comprendre l'intensité du moment. Donc ça c'est le mariage, c'est l'après-mariage. Donc ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, c'est de vous préparer, de comprendre ce que c'est vraiment le mariage, c'est de donner à l'autre à 100%.
D'accord? Et la personne se donnera aussi à 100%. Et là, normalement, Bezrat Hashem, si vous n'êtes pas trompé sur le choix du partenaire, d'accord? Alors, Bezrat Hashem, vous allez pouvoir après construire des générations et des générations. Bezrat Hashem, Dorot Yesharim, Amen Keniratia. En tout cas, je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié. Je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié le public lyonnais, voilà, j'ai beaucoup toute cette année.